Alors, bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kublai et j'ai voulu faire une interview avec lui parce que j'ai trouvé ses vidéos super intéressantes. Il se trouve actuellement en Asie. On va parler un petit peu de la situation en Asie et en Russie parce qu'il connaît très bien ces régions. On va parler au niveau de la population, on va parler un peu tout géopolitique. Alors, Kublai, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, écoute, déjà, bonjour, bonjour à tout le monde et merci à toi de m'avoir aujourd'hui. Je t'en prie. Alors, dis-moi, tu te trouves où actuellement? Alors, actuellement, je me trouve à Manille, qui est donc la capitale des Philippines, en Asie du Sud-Est. Ok. Alors, comment, justement, on va parler un petit peu, vu qu'il est à Manille, on va commencer par Manille et puis on va aller un petit peu, s'étendre un petit peu plus loin. Comment est la situation là-bas à Manille? Alors, comment est la situation à Manille? Alors, ça dépend, exact, ça dépend ce que l'on veut savoir. Moi, en tout cas, en tant que voilà, d'Européen à Manille, aux Philippines, je vois ici des avantages et des inconvénients en fonction voilà, de chaque profil d'expatrié. Globalement, la qualité de vie est bonne dans le sens où, moi déjà, en fait, ce qui m'a frappé à Manille, j'étais pas censé être à Manille actuellement. Je voulais montrer Manille à ma femme. J'étais venu, en fait, ma femme qui est russe, qui est avec moi. On y viendra à la Russie après, de toute façon. Oui. J'étais venu à Manille il y a 12 ans, en fait. J'étais venu à Manille il y a 12 ans. J'en avais gardé un souvenir pas très bon. C'était sale, c'était très pauvre. Il y avait quand même un sentiment, voilà, euh, d'insécurité, même si moi, j'avais pas eu de problème. Et en fait, en repassant à Manille il y a un mois, même si ça fait 3 mois que je suis aux Philippines, on en reparlera si tu veux, j'ai été impressionné par les changements effectués. Déjà, il n'y a plus du tout de sentiment d'insécurité, même dans les quartiers, on va dire, assez mal famés. Personnellement, moi, j'ai vu de la pauvreté, mais j'ai quand même vu une amélioration des infrastructures. La lourdeur, comment dire, il y a une probabilité voilà, d'insécurité, je ne l'ai pas Mhm. ressenti. Et puis, il y a des nouveaux quartiers qui ont poussé, dont le quartier où je suis actuellement. Et j'ai l'impression d'être à Singapour ou à Hong Kong ou dans une ville américaine, même si je pense que les villes américaines nous ont bien changé depuis que j'y étais moi. Mais vraiment, on est dans une modernité époustouflante et ça s'est fait en 12 mois. Et en fait, on manque de rien à Manille. Manille, aujourd'hui, c'est une ville moderne où on trouve absolument tout qu'on pourrait trouver dans une autre grande ville européenne ou même mieux plus moderne, ou dans une autre grande ville d'Asie, comme par exemple Bangkok, ou je sais pas, par exemple au Japon ou en Corée du Sud, où j'ai été dans tous ces pays-là. Donc, voilà ce que je peux te dire pour le moment sur Manille. Si tu as des questions plus précises sur Ouais. Manille, je peux répondre. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire, mettons, pour une personne européen, qui souhaiterait venir s'installer à Manille? Quels sont les inconvénients et les désinconvénients? Ouais, allez, j'ai compris. Alors déjà, Manille, c'est une grande ville. Je sais plus combien il y a de millions d'habitants, mais c'est une grande ville qui va être comparable à Bangkok, à Ouais. Moscou, à Londres. Tu vois, c'est vraiment on est vraiment dans la grosse métropole. Déjà, faut le savoir. Donc forcément, Manille, c'est un choix pour les citadins. Donc faut aimer la grande ville. C'est le béton, c'est la foule, c'est les malls, c'est les bouchons, c'est la grande ville. Donc, à l'origine, il faut être assez citadin. Moi, je ne suis pas Ouais. citadin à l'origine, je suis ici parce que déjà, je ne suis pas tout seul, et puis parce qu'en fait, actuellement, pour une question de papier, ça m'arrange vraiment d'être ici. Donc déjà, voilà, faut être citadin pour aimer Manille. Ensuite, les avantages qu'il y a, donc déjà, pas de problème d'insécurité. Il y a toute l'infrastructure qu'on pourrait trouver dans une autre grande ville. On sait pas, on n'arrive pas dans un taudis à Manille. Manille a un petit peu cette réputation, et même moi je l'ai eu il y a encore pas longtemps, de réputation de ville bidonville, délabrée, Ouais, etc. c'est vrai. C'était assez vrai avant. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Et en fait, il y a encore un an, même 3 mois, tu m'as posé la question Manille. Je dis, ah, Manille, va plutôt à Bangkok, va plutôt à Singapour, va plutôt à Ouais. Taipei. Et aujourd'hui, non, ça a vraiment changé et je suis encore des fois bluffé par les changements qui ont été faits. Et on y trouve tout. Alors,
pour une vie de citadin, je sais qu'une vie de citadin, c'est une vie plutôt d'appartement, une vie plutôt de sortie, restaurant, mall. Alors évidemment, il y a des parcs, notamment dans le quartier où je suis, il y a beaucoup de parcs, beaucoup de verdure. Les trottoirs sont très larges, donc on n'est pas les uns sur les autres. Bref, pour quelqu'un qui veut vivre une vie citadine, sans les inconvénients qu'on peut trouver dans les villes aujourd'hui, notamment en Europe de l'Est, en France notamment, en France, Belgique, Manille est potentiellement un bon choix. Après Manille, ça reste une ville d'Asie, c'est-à-dire qu'un Européen en Asie, que ce soit à Manille ou ailleurs en Asie, on pourra développer après, il reste un étranger. Moi, c'est marqué sur ma tête, comme sur la tienne d'ailleurs, que nous sommes des étrangers, et dès qu'on sort de chez nous, on voit qu'on est étranger et on le restera toujours. On restera toujours étranger. Donc, pour les personnes qui ont besoin de, en fait, se sentir fondre dans la masse, l'Asie, ça va pas le faire. Voilà. On est d'accord. Mais attention, je précise bien, en fait, c'est pas parce qu'on est étranger à vie en Asie, ça c'est vraiment une particularité de l'Asie qu'on est maltraité. On est traité différemment, mais on n'est pas maltraité. Mais on nous fait savoir qu'on est étranger. Voilà, tu es étranger, on te respecte, fais ta vie, fais tout ce que tu veux, fais ton business, consomme, va dans les plages, sors avec les filles locales si tu as envie. Tu peux tout faire en Asie, absolument tout comme les Asiatiques, à l'exception d'acheter notamment, alors ça dépend des pays, mais par exemple aux Philippines, tu ne peux pas acheter de terrain, mais tu peux acheter un appartement, tu peux t'acheter une voiture, tu peux tout faire en fait comme un local, mais on te montre que tu es étranger, oui, mais tu es étranger, c'est tout. Ça, c'est le seul en fait finalement inconvénient de l'Asie, c'est le fait que étranger à vie, et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Si on n'accepte pas ça, l'Asie, ça va être compliqué. C'est clair. Mais je crois que Voilà. ils ont d'après ce que tu m'as dit, ils ont à peu près un petit peu le même état d'esprit que la Thaïlande, parce que je sais qu'en Thaïlande aussi, tu peux pas devenir propriétaire. Il faut que tu sois thaïlandais pour acquérir un terrain. Oui, exactement. Alors, on pourrait effectivement faire le parallèle avec la Thaïlande. Il faut savoir que les Philippines et la Thaïlande sont des pays qui sont régulièrement comparés, par moi compris. Et d'ailleurs, j'ai hésité à un moment donné. En fait, la situation a fait, on en reparlera peut-être plus tard, mais la situation a fait que moi, actuellement, je suis mieux en Asie. Et avec ma femme, on a hésité pendant un moment. Qu'est-ce qu'on fait, Thaïlande ou Philippines? Et finalement, on a quand même choisi les Philippines. Pourquoi les Philippines? Tout simplement, on reviendra sur la Thaïlande après. Déjà, en fait, en Philippines, il y a deux langues officielles. Il y a le tagalog et il y a l'anglais. Et on peut très bien communiquer et faire sa vie en anglais. On ne nous le reproche pas, surtout quand on est blanc. Et en fait, toute l'administration est en anglais, les gens communiquent en anglais, il n'y a vraiment aucun problème de communication. Et c'est aussi un pays qui est très majoritairement catholique. Donc, venant d'Europe, en fait, bien que ce soit des Asiatiques, ils ont quand même des repères communs avec nous. Donc, en fait, l'intégration, dans la mesure où on reste quand même ethniquement européen, l'intégration est facile. Pas de problème C'est ça. à la condition qu'on parle anglais. Pas de problème de repères parce qu'ils sont catholiques. Et ils sont très habitués en fait au contact avec les Européens ou les Occidentaux. Ils ont été une colonie espagnole pendant très longtemps. D'ailleurs, dans leur langue, que je ne connais pas, mais il y a quand même souvent des mots que je repère qui font très penser à de l'espagnol. Il y a beaucoup de mots espagnols. Ils parlent pratiquement tous anglais. Alors dans les régions, des fois un petit peu cassées, mais par exemple ici à Manille, ils parlent soit au moins un anglais conversationnel, mieux que les Français en moyenne, voire certains sont bilingues comme des Américains. Et ils ont aussi une grande influence américaine qui est toujours très présente, ce qui fait que c'est vraiment fluide ici. Mais c'est vrai ce que tu dis au niveau de la Thaïlande. Alors, effectivement, les spécialistes de la Thaïlande vont me dire, parce que j'ai vécu en Thaïlande, il faut savoir aussi, j'ai vécu en Thaïlande plusieurs années, et ils vont dire, oui, mais tu peux quand même acheter. Je sais qu'on peut faire comment on appelle ça, des montages pour devenir soi-disant propriétaire, mais tout ça, c'est à nuancer. Et quand on pratique, on peut avoir son terrain et mettre sa maison dessus, que ça se fait par des contournements. Ouais, c'est ça. Après, ça se fera par des contournements, mais après, pouvoir acheter un terrain comme un Thaï, non. Il faut avoir le passeport thaïlandais. Aux Philippines, c'est un peu pareil. Aux Philippines, en fait, Philippines, je ne suis pas un expert des Philippines dans le sens où je n'ai pas vécu ici 10 ans. Mais je me suis quand même bien renseigné parce que il fallait que je fasse un choix de vie. Et en fait, moi, être propriétaire d'un terrain, je m'en fous. Ça m'intéresse pas en fait d'avoir un terrain ici. C'est pas un truc dans le sens où je peux avoir un appartement si je veux qui m'appartient, je peux avoir une ou plusieurs voitures qui m'appartiennent, je peux monter une société, etc. Donc tout ça,
voilà, si j'ai envie d'acheter un terrain, je vais acheter un terrain quelque part en Europe de l'Est si je suis propriétaire, si vraiment je vais avoir mon terrain. Ouais. Si c'est vraiment que ça l'inconvénient. Alors, on va parler un petit peu maintenant de, toujours en restant sur Manille, par rapport Oui. en géopolitique. Euh, Comment eux, ils se voient par rapport à la situation? On va parler avec les Occidentaux et avec la Russie. Manille se situe où? Ouais, alors là, ça va vraiment être basé plus sur un sentiment que sur une vraie enquête de toute la population, parce que j'ai pas parlé à tous les Philippins. Pour être franc avec toi, ça fait 3 mois maintenant que je suis aux Philippines. Et la plupart des gens avec qui que je fréquente, dans le sens où j'ai des discussions plus profondes et que je sors, Mmh. etc., ont des non-philippins. Donc, il y a eu quelques Philippins, mais c'est quand même pour le moment des relations assez superficielles parce que ça fait 3 mois que je suis là, je suis un étranger. Mmh. Dans le quartier où je suis, ça fait 1 mois que je suis là, donc forcément, j'ai pas d'amis. Par contre, les discussions plus profondes, ça va être avec d'autres étrangers qui vivent ici soit depuis longtemps, qui ont débarqué, etc., ou qui sont partis avec la guerre en Russie. Et en fait, le sentiment que j'ai moi, c'est que les Asiatiques, en fait, s'en foutent un petit peu de ce qui se passe, par exemple, avec la guerre en Ukraine. C'est pas leur monde, c'est pas leur problème, c'est pas le monde asiatique, l'Ukraine, donc ils s'en foutent un peu. Après, au niveau positionnement général des Philippines, j'ai l'impression que les Philippins sont quand même très plus pro-US que pro-Russie, tu vois. Euh, Ils ont quand même encore cette image des États-Unis idéalisée. Ils sont très américanisés dans le sens où, bah, déjà, ils parlent anglais, mais dans leur manière, dans leur style vestimentaire, dans leur goût, en dehors de leur propre culture, quand ils font quelque chose, voilà, qui sort de leur propre culture, ça va être très, en général, à l'américaine, tu vois. Beaucoup de rap ici qui est présent. Par exemple, moi, je suis un peu branché voiture. Dans les rencontres de voitures ici, ça se fait très à l'américaine. Il y a un penchement clair pour moi pour les États-Unis plus que pour la Russie ici. Il faut savoir déjà aussi qu'en Asie, à part en Chine peut-être, en fait, personne parle de la Russie. Et ça, en fait, ça fait rêver personne, la Russie. Ils s'en foutent. Ouais, Ils s'en foutent, c'est en fait. ça. Mais Ils c'est s'en du foutent. fait aussi parce que tu vois, regarde dans la région justement de Manille et tout ça, là, toute la côte, il y a beaucoup de bases militaires US. C'est C'est vrai. peut-être de fait aussi de ça. Mais depuis que toi, avant que tu viennes justement à Manille, dans les autres pays où tu as été, est-ce que tu as ressenti la même chose ou pas du tout? J'ai vraiment senti, par exemple en Thaïlande, j'ai vraiment senti une neutralité. Pareil, toujours pareil, hein, j'ai pas parlé à tous les Thaïlandais, je ne parle pas bien thaïlandais. Euh, Quelques discussions par-ci par-là, mais j'ai pas ressenti finalement de, de prise de position. En fait, ils s'en foutent, c'est pas leur monde en fait. C'est eux, pour les Thaïlandais, la vie va très bien, la Thaïlande va très bien économiquement, ils sont en train de péter, ils sont en train de devenir un pays riche. Leur niveau de vie commence dangereusement à augmenter, et ils vivent de mieux en mieux. En fait, en Asie du Sud-Est, ça roule pour les gens, même ici à Manille. En fait, tu sens ici qu'on est sur une pente montante. En fait, le niveau de vie augmente. En fait, ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin ni de la Russie ni de l'Europe. Et ça va pour eux, quoi. Donc, c'est. J'ai vraiment, voilà, en Thaïlande, j'ai vraiment senti une neutralité. Un peu comme je sens aussi aux Philippines, même si j'ai un petit côté penchant US peut-être aux Philippines. Ouais, ils s'en foutent un petit peu de ce qui se passe en Europe. Franchement, ils D'accord. sont. Et ta prochaine destination, ça sera où? Tu sais pas encore? Alors, ma prochaine destination, pour le moment, on a décidé qu'on resterait aux Philippines. Alors, peut-être pas forcément Manille. Pour le moment, ça nous arrange de rester là, mais peut-être un endroit où on est plus proche de la nature. Moi, je suis plus quelqu'un de la campagne, donc j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de la Ouais. forêt, j'ai besoin de la montagne, j'ai besoin de la mer. Tu vois, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ça fait vraiment partie de mon bonheur. Il n'est pas que matériel, il est aussi environnemental. Euh, pour le moment, les Philippines, après. Aujourd'hui, on est dans une situation, on va dire, mondiale assez instable. Nous, à l'origine, en fait, on n'avait pas du tout prévu d'être là. C'était pas dans nos plans de vie. Nos plans de vie d'il y a 1 an et demi et maintenant sont radicalement différents. Donc, on a dû revoir rapidement tous les plans à cause de la situation. Donc, on surveille un petit peu aussi comment le monde change. Donc, on va peut-être pas s'engager dans des projets en fait long terme maintenant. On regarde un petit peu comment le monde change et en fonction des changements qui ne dépendent pas de nous, voilà, on fera les meilleurs choix pour nous en fait finalement. Ouais, c'est clair. Et justement, quand tu avais décidé de quitter donc l'Europe et de venir en Asie, euh,
ta famille, comment ils ont réagi par rapport à cette situation? Alors en fait, moi, j'ai pas quitté l'Europe pour l'Asie. En fait, j'ai quitté la Russie pour Ouais, la l'Asie. Russie. Ouais, ouais. On va Mais parler après de la Russie. La Russie, c'est pas l'Europe. Un petit C'est plus bout. nuancé que ça. Un petit peu. En fait, oui et non. Soit c'est une partie de l'Europe, soit c'est un subtil mélange entre l'Europe et Ouais, l'Asie. c'est un mélange. Donc en fait, moi, en fait, à l'origine, je viens de Russie actuellement. J'ai passé quand même 11 ans en Russie avant de venir en Asie maintenant. Pendant ces 11 ans, j'avais aussi pas mal voyagé, j'ai notamment Hmm. beaucoup en Asie, etc. Mais ma base pendant les 11 dernières années, c'était la Russie. De quel Euh, côté de Russie t'étais? alors, j'ai vécu dans différentes villes. J'ai vécu à Moscou, évidemment, notamment au début des années 2010, quand j'ai commencé à vivre en Russie, c'était surtout à Moscou, puis j'ai mon travail là-bas. Et les dernières années, c'était en Extrême-Orient russe. D'accord. Donc, l'extrême-orient russe part du lac Baïkal jusqu'à Vladivostok et jusqu'au détroit de Hmm. Bering, donc avec l'Alaska. C'est sur ces zones-là. Zone que j'adore, en fait, ma région préférée en Russie, c'est l'extrême-orient russe, justement pour l'aspect qualité de vie, dans le sens où Ouais. il y a tout. Montagne, mer, Nature, quoi. forêt. En fait, au niveau nature, en fait, l'extrême-orient russe, ça bat toutes les régions en C'est le Russie, top. quoi. Même si c'est dépeuplé, même s'il y a plein d'inconvénients, au niveau nature, c'est magnifique l'Extrême-Orient russe. Puis il y a un potentiel en Extrême-Orient russe qui est pas du tout exploité et qui est énorme. Voilà. C'est clair. J'adore l'Extrême-Orient russe, tu vois, c'est vraiment ma région de cœur, l'Extrême-Orient russe notamment. Eh ben justement, on va commencer donc par la Russie. Euh, on entend beaucoup de choses sur la Russie. C'est vrai que Mm. c'est un pays. Ah là là, mais laisse tomber. Hein. Euh, c'est une dictature. On nous Mhm. dit aussi que bof, là-bas, c'est pas le top, c'est pas terrible. On nous Mm. parle plein de choses. Donc j'aimerais, et c'est pour ça que j'ai de la chance de t'avoir aujourd'hui. Au moins, tu pourras donner des infos sûres et vraies, et tu peux expliquer aux gens comment que c'est vraiment la Russie. Tu Ouais, vois? je pense que sans prétention, je pense qu'au fait aujourd'hui, j'ai une vision de la Russie dans la francophonie et un positionnement en fait qui est unique dans le sens où à l'origine, moi, d'ailleurs, je suis toujours un russophile et russophone. J'ai moi-même des origines russes, comme tu le sais. Ma femme est russe. La langue que l'on parle à la maison, c'est le russe, c'est notre langue principale. Et comme je te disais, ma région de cœur, c'est l'Extrême-Orient russe. J'adore cette Mmh. région. Et si un jour je devais retourner en Russie, ce serait en Extrême-Orient russe. Voilà, je te le dis. Euh, donc, je ne suis pas, en fait, si tu veux, l'anti-Russie primaire qui gobe la Mmh. propagande de la LCI occidentale, qui crache sur la Russie. Je parle du pays et des gens. Non, moi, au contraire, je suis quelqu'un qui aime la Russie et les peuples russes, parce que c'est pas que les Russes qui vivent en Russie, Ouais. ça aussi, pas. Mais en même temps, en fait, moi, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir vécu en Russie, mais j'ai déjà le droit de parler, de dire des choses que les gens en Russie, notamment français, qui sont très surveillés aujourd'hui, n'ont pas le droit de dire, parce qu'il y a une répression en Russie aujourd'hui qu'on ne peut pas nier. Malheureusement, c'est devenu comme ça. Donc, en fait, je peux dire des choses que les gens en Russie ne peuvent pas dire. Et en même temps, je suis un russophile et j'aime ce pays et j'y ai vécu. Donc, ça me permet en fait d'avoir une vision et de dire des choses que tu pourras difficilement trouver ailleurs. Après, je ne sais plus ce que tu voulais savoir sur la Ouais, Russie. par rapport à ce qu'on entend, nous, Européens, Ouais, donc par rapport à la situation, pas par rapport à la situation, mais plus au niveau euh, économie, vie, est-ce que c'est une dictature, tu sais, vraiment le sens large, le plus d'accord. possible. Aujourd'hui, si tu veux avoir des renseignements sur la Russie, c'est catastrophique, c'est pitoyable, parce que tu as d'un côté les médias occidentaux qui sont dans la pure propagande et qui, dès qu'ils peuvent trouver un inconvénient à la Russie, taper dessus ou extrapoler quelque chose, ils vont le faire. Donc c'est difficile de trouver du côté de la vraie info de ce côté-là. Et du côté russe, c'est aussi très difficile parce qu'en fait, on a d'un côté la propagande russe qui est aussi tout aussi élevée que la propagande occidentale. Et on a voilà, alors ils appellent ça des pro-russes. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce mot parce que moi, je me considère pro-russe sans être poutinolâtre. Pour moi, c'est deux choses différentes. Tu vois, il peut y avoir un gouvernement, il peut y avoir un pays. Pour moi, c'est des choses différentes. Et on trouve vraiment, tu vois, des gens qui sont en Russie qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent.
Donc, on n'a pas de la vraie info, ils diront jamais vraiment la vérité. Et on a autre chose, c'est que on a des pro-russes, notamment sur Internet, qui sont dans l'idéalisation de ce pays, qui s'en font une image qui est fausse, qui est idéalisée, à travers justement voilà, d'influenceurs qui vont idéaliser, qui vont survendre ce pays, etc., qui vont dire des choses qui, des fois, sont vraies, mais qui vont aussi voilà, cacher des vérités beaucoup moins glorieuses, qui font pas très folichonnes, ou qui vont éviter de parler de certains sujets. Donc, si tu veux, si aujourd'hui tu veux avoir une vision, on va dire, neutre et factuelle de la Russie, c'est très difficile. C'est compliqué. Après, ce que tu voulais savoir, est-ce que sur place c'est si terrible que ça? Ça dépend exactement. Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis si tu Un peu plus. Est-ce que c'est un peu plus terrible, on va dire, parce que je pense que tu as des régions plus ou moins qui sont un peu. On va parler de Moscou. Moscou, ouais. Je pense que c'est plus, vu que c'est plus côté européen, il y a un petit peu plus influence européenne, alors que peut-être de l'autre côté, quand tu vas plus vers l'Est, c'est un peu plus différent, tu vois. Ouais, alors déjà, oui, en général, quand on entend parler de la Russie sur Internet, alors c'est pas un chiffre exact, mais dans 95% des cas, les gens parlent de Moscou. Ouais. Et pour eux, la Russie, c'est Moscou, alors qu'il n'y a rien de plus faux. Justement, les Russes, à l'intérieur, nous, on dit qu'il y a la Russie et il y a Moscou. Alors que dans les univers francophones, c'est souvent voilà, Moscou, donc la Russie. Non, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. Déjà, tu as Moscou et tu as la Russie qui vivent déjà sous des rythmes différents. Alors, Moscou, Saint-Pétersbourg, les deux grandes villes voilà, principales, qui sont en fait pas la Russie, ce qui est la réalité moscovite et péterbourgeoise. Ouais. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Et la réalité russe dans les régions notamment éloignées et encore plus à l'est de la Russie, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant et c'est vrai, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir au niveau de ce que tu vis. La mentalité change quand même, l'administration, le flou qu'il peut y avoir. Enfin, tu vois, des fois, par exemple, moi, en Extrême-Orient russe, je considère que je vivais dans un autre pays que sur un Moscou. Pour moi, un moscovite, c'est un étranger. Et d'ailleurs, en Extrême-Orient russe, par exemple, à Vladivostok, où je vivais juste avant de partir, donc qui est vraiment, tu vois, en face près de la Corée du Nord, plus loin que la Chine encore, et voilà. Plusieurs fois, des Russes m'ont dit « Ah non, mais les moscovites ici, c'est des étrangers. » Les moscovites débarquent, on leur fait du bizutage. Pour nous, ça n'a rien à voir, c'est pas la même mentalité. Voilà, tu vois, donc, et encore plus en Bouriatie où j'étais avant, qui est très asiatique. Mais ce que tu dis, c'est vrai que Moscou-Saint-Pétersbourg, ça va plutôt être au niveau du rythme tiré sur l'Europe, même si c'est à nuancer. Et l'Extrême-Orient russe, notamment pour le business, notamment pour les voyages, etc., ça a pu être tiré sur l'Asie. Par exemple, un moscovite ou un Saint-Pétersbourgeois, alors, toujours pareil, des exceptions, mais en général, ils vont plutôt avoir un réflexe d'aller en vacances, par exemple, en Turquie, en Grèce, plutôt orienté Europe, Chypre, etc. Alors qu'un Vladivostocien ou quelqu'un d'Irkoutsk, d'Ulan-Ude ou de Khabarovsk, par exemple, lui, il va avoir un réflexe plutôt d'aller en Asie. Avant, c'était beaucoup le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, etc. Et il va plutôt se diriger vers l'Asie. Au niveau du business aussi, par exemple, Vladivostok, mais pas que Vladivostok, on pourra parler de différentes villes. C'est aussi une ville qui est très basée sur le business avec l'étranger, que le Japon énormément, tu vois. Les gens croient que, par exemple, l'Extrême-Orient russe, c'est d'influence chinoise. C'est faux. C'est tout. C'est surtout influence japonaise, moi j'aurais dit. Vladivostok, c'est de l'influence japonaise avant tout, quoi. Au niveau du business, les bagnoles, etc. Par exemple, le business de la bagnole, de la pièce de la bagnole, de l'import de bagnoles en Russie, et notamment, on se fait notamment avec le Japon et la Corée du Sud, tu vois. Donc, c'est des rythmes différents. Pareil, au niveau des gens, si tu es en Bouriatie, donc Bouriatie, c'est la région originaire de ma femme, qui est une région. Alors, il y a aussi des Russes ethniques qui vivent là-bas et qui sont d'ailleurs majoritaires, mais le rythme sur place, il est plus asiatique. Déjà, la région se veut bouddhiste, la région ethnique sur place est bouriate. Donc, bouriate, c'est un peuple frère des Mongols. Ils ont des têtes de japonaises ou de japonais ou de coréens. Moi, ma femme, on lui demande souvent ici si elle est coréenne, de temps en temps japonaise, moi, tu vois. Ma femme est asiatique, en fait, de Russie. Et pareil, dans les familles bourriates, tu es en Asie.
t'es pas en Russie, tu es en Asie. Les traditions, ça va être comme tu vas les avoir en Mongolie, en Chine, C'est ça va ça. être asiatique, etc. Pareil, j'avais un bon ami à Vladivostok qui, lui, vient de Yakoutie, qui est Yakoute. Bah, pareil, un Yakoute, ça n'a rien à voir avec un Russe slave au niveau mentalité, sa façon d'être, sa façon de se comporter. C'est différent. Et c'est ça qui fait en fait aussi que la Russie est un pays complexe. Parce Ouais. que quand tu dis un Russe, moi quand tu me C'est dis un pas. Russe, alors déjà, stop, je t'arrête tout de suite. Je dis toujours, qu'est-ce que tu veux dire? On parle d'un Russe ou on parle d'un Russien? C'est pas la même chose. C'est ça. Tu parles d'un Russien, toi. Ouais. En fait, tu es en train de dire le mot russe. En fait, non, tu parles pas déjà des Russes, tu parles des Russiens. Voilà, si on C'est parle. toute la population. En fait, un Russien, c'est quelqu'un qui a un passeport russe. C'est tout. Et notamment qui est né en Russie et qui a la langue maternelle russe et qui a la culture en fait de la Fédération de Russie en lui et qui est né avec un passeport russe. C'est un Russien. Mais un Russien, il peut être slave, il peut être tchétchène, il peut être tatar, il peut être bouriate, il peut être yakoute, il peut être de différents kalmyk, il peut être tu vois, ma femme, ouais, elle commence à me dire toutes les Mais il y en a plein. qu'il y a. Donc en fait, c'est ça. Et en fait, être russe en Russie, ça veut dire que tu es slave. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est Et ça. finalement, voilà. Donc, Et sinon, justement, on va rester encore un petit peu sur la Russie. Euh, la famille qui sont encore là-bas en Russie, oui. est-ce qu'ils vous est-ce qu'ils sont impactés par rapport à l'embargo qu'il y a eu en Europe? C'est-à-dire, tu veux dire les sanctions? Ouais, au niveau des sanctions, est-ce qu'ils sont impactés parce que c'est important de savoir si les gens en Russie, comment ils sont impactés, est-ce que ça les impacte ou pas du tout? Alors, il y a une partie en fait, de la majorité des Russes. Et là, il faut bien m'écouter jusqu'au bout, ceux qui sont là aujourd'hui, parce que, pareil, les raccourcis qui sont faits sur Internet qui sont archi faux. La majorité des Russes, je dirais peut-être 80% en fait des Russes, ils ne sentent pas du tout les sanctions. Ils les D'accord. sentent pas. En fait, il n'y a rien qui a changé pour eux. Tu vas dans les villages, dans les villes moyennes, etc. Le Russe lambda, qui a son boulot lambda, qui fait un métier lambda, il ne sentira pratiquement pas les sanctions. Tout simplement parce qu'à l'origine, déjà, il y a tellement peu d'argent qu'il n'a pas les moyens de voyager, il n'a pas les moyens de s'acheter des objets chers, etc. Donc, il vit une vie tellement simple, où il vit une vie à la campagne, où il fait lui-même ses légumes, il a accès à de la viande pas chère, etc. Il a sa maison en bois, que finalement, il lui faut tellement peu de choses que sanction ou pas sanction, ça ne change rien pour lui. C'est clair. Une grande partie de la population en Russie, en fait, vit sous un mode qu'on pourrait assimiler à du survivalisme, finalement. Ils sont très autonomes, ils sont loin de tout, ils sont très autonomes en énergie, ils coupent leur bois. Alors le gaz en Russie, hein, qu'on vend tant, il n'est pas chez tous les habitants de la Russie. Hein. Tu vas dans les campagnes, il n'y a pas de gaz. Hein. C'est surtout c'est le bois. Voilà. Et donc le bois, ils le récupèrent gratos en général ou pour peu cher. L'eau, ils se la font eux-mêmes, ils prennent de l'eau de pluie. L'électricité, ça coûte tellement rien en Russie. Ils ont une voiture, voilà, une voiture d'occasion, notamment un 4x4, soit un vieux japonais, soit une voiture russe qui est Lada. incroyable. Voilà, Lada qui est très fiable hein, pour un campagnard. C'est un truc de malade. Ils vont pêcher, donc ils ont leur poisson gratos. Ils ont accès à de la viande par de la famille, etc. En fait, dans les campagnes, les gens vivent avec très peu et ils peuvent se permettre de vivre avec très peu parce qu'en fait, ils sont en mode survivaliste. Comme certains le promotionnent sur Internet, il faut être survivaliste, indépendant. Bon, les Russes, pour eux, pour une grande partie des Russes, ça, c'est la normalité. Donc, eux ne sentent pas du tout les sanctions. Après, tu as une catégorie de Russes qui va vivre, en fait, à l'intérieur des centres-villes de toutes les villes, soit des grandes villes, soit des villes moyennes. Dans le centre, en fait, c'est déjà des Russes qui ont un peu plus de moyens, qui sont dans les métiers un peu plus complexes, ou les entrepreneurs, etc. Qui vont avoir accès à des belles bagnoles, qui vont avoir accès à l'investissement immobilier, au voyage, je sais pas, voilà, aux luxes occidentaux, comme par exemple les produits Apple, les fringues de marque, etc. Et eux, oui, eux sentent les sanctions. Parce qu'eux, en fait, étaient habitués à un train de vie, en fait, finalement, occidental. à l'américaine, occidentale. Et en fait, les produits qui vont être impactés directement par les sanctions, ça va être ces produits voilà, en fait, de consommation pour une catégorie sociale en Russie un peu plus élevée, voire d'élite. Voilà, c'est une chose. Autre chose, c'est que ces gens-là, en fait, qui sont
Alors, soit entrepreneur, pareil, ça a nuancé, ça dépend dans quoi tu es entrepreneur. Je connais quelqu'un qui a vraiment souffert des sanctions, qui est entrepreneur, par exemple, en Extrême-Orient russe, il en a vraiment souffert. D'autres qui n'en ont pas souffert, ça dépend quel est ton marché, quels sont tes fournisseurs, etc., ce que tu fais. Mais par exemple, les métiers dans l'IT, par exemple, les métiers en rapport avec l'Occident, ceux qui travaillent dans les boîtes occidentales, etc., eux, oui, ils souffrent des sanctions parce que soit leur boîte occidentale séparée, et ils travaillent dans une boîte occidentale qui leur procurait un bon salaire et une bonne qualité au travail, eux se sont barrés. Il faut savoir que les boîtes occidentales, en général, sont prisées par les Russes qui ont des qualifications, qui ont de l'ambition, parce que dans les boîtes occidentales, un, on est mieux payé, deux, c'est considéré plus fiable, et trois, en fait, aussi, il fait mieux travailler, et ça, j'ai entendu plein de fois en Russie, il fait mieux travailler en fait dans une boîte occidentale que dans une boîte russe, parce que dans une boîte occidentale, mine de rien, il y a plus de respect pour le salarié, il y a une culture du travail qui est beaucoup plus respectueuse, etc. Alors que vu dans les boîtes russes, des fois c'est très dur, hein, les façons dont comment tu es traité, il y a une hiérarchie à la con, etc. Tu vois, alors que dans les boîtes occidentales, on travaille occidental, et à ce niveau-là, au niveau purement du capitalisme et du business et du travail, je te le donne en mille, moi je préfère largement travailler avec des occidentaux ou à l'occidental que de travailler à la russe. C'est clair. Mais tu sais, ça me fait penser un petit peu aussi comme en Serbie, parce que l'époque, tu sais, comme en Russie, quand il y a eu la dictature, ils sont restés encore les entreprises d'État. Ils sont encore restés dans cette époque, dans ce monde. Et c'est vrai que quand tu es une entreprise occidentale, parce que je sais, je l'ai vécu aussi en Serbie, quand il y a une entreprise occidentale qui vient de s'installer dans le pays, pour eux, tu as l'impression que c'est comme une sorte de prestige. Oui, c'est ça. Et c'est flagrant, quoi. Parce qu'il n'y a pas que le salaire dans les boîtes occidentales il n'y a pas que les salaires en fait dans les boîtes occidentales qui sont plus attirants, même si c'est à nuancer et que ça vaut pas forcément l'Occident. Mais c'est surtout en fait la qualité, en fait comment t'expliquer ça, le fait qu'il y ait une bonne ambiance, que c'est sympa de travailler dans ces boîtes, etc. Et ces boîtes-là sont beaucoup barrées. Et ça, je connais des gens qui ont souffert de ça parce qu'ils veulent pas travailler dans des boîtes russes. Je dis non, dans les boîtes russes, je vais être traité comme une merde, je vais être moins traité. Au niveau qualité, va y avoir beaucoup de manfoutisme. Va y avoir une hiérarchie à la con avec un patron qui sait tout et toi tu fermes ta bouche. Les normes, les standards vont être plus bas. Nos services vont perdre en qualité, etc. Donc, voilà, ces gens-là qui travaillent dans ces boîtes occidentales, eux, oui, ils souffrent aussi de ces sanctions et de ces départs de boîtes occidentales parce qu'ils retrouvent en fait une réalité russe qui est moins intéressante, quoi. Est-ce que tu as vu ou peut-être ressenti que depuis il y a eu les sanctions européennes et puis américaines occidentales contre la Russie, est-ce que les Russes, ils ont changé leur tactique de relation avec, ils se sont plus tournés vers l'Asie, ou au contraire, ça n'a pas du tout changé, pour eux, il n'y a rien qui a changé du tout? Alors, à deux niveaux différents, deux ressentis différents. Au niveau gouvernemental, ah oui, effectivement, le gouvernement aujourd'hui est clairement anti-occidental et pro-Chine notamment. Pas pro-Asie, pro-Chine communiste. Il y a vraiment une volonté de se tourner vers la Chine, etc. Après, tu as la population. La population, en général, n'a pas trop une bonne opinion des Chinois, sauf, voilà, tu as toujours là, des débiles patriotes hardcore qui suivent bêtement qui suivent bêtement le culte de la personnalité et qui suivent bêtement ce que le gouvernement leur dit. Et après, au niveau des gens, moi, je pense que les Russes, aujourd'hui, même encore, se sentent quand même plus proches des Européens qu'ils se sentent des Chinois et préféreraient, en fait, finalement, continuer à être plus proches du monde occidental, du vrai monde occidental, hein, pas tout ce qui contient la décadence, c'est vraiment du monde européen, finalement, européen, que peut-être du monde chinois. Les Russes se sentent quand même plus proches des Européens qui se sentent des Chinois. Donc, ils vont le faire, ils vont avoir maintenant, d'ailleurs, ils ont déjà cette influence chinoise qui arrive plein pot, mais au fond d'eux, en fait, par exemple, tu es en Extrême-Orient russe, si tu es français, alors là, je te parle vraiment des gens, je ne te parle pas du gouvernement, de la police, c'est vraiment, là, c'est carrément autre chose. Pour eux, tu es un Français en Extrême-Orient russe,
Voilà, moi, il y a quand même un flic à Vladivostok, avant que je parte, qui m'a dit Français ici, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Tu vois, tu vois, sous l'angle, tu vois, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que tu as oublié ici, il m'a dit, tu vois. Et puis voilà, tu vois, t'es suspect. Par contre, les gens, non, eux, quand tu es français ou européen, ah non, eux, voilà, ils sont contents de te voir. Il y a vraiment Une ouverture. une ouverture plus envers les Européens qu'envers les Chinois, alors que j'ai entendu de la part de Russes, vraiment, voilà, ouais, non, pas les Chinois, voilà, ils crachent partout, ils sont sales, ils sont bruyants, ils sont arnaqueurs, etc. Tu vois, alors que quand tu es français ou européen, voilà, avec la population, je parle, tu es comment dire, apprécié, vraiment apprécié. Tu pars avec un capital sympathie élevé. Mais pas, que envers la Chine, mais par contre, les pays asiatiques, pas trop. Comme tu sais, tous les pays limitrophes de la Chine, hein. Mongolie, n'importe quoi. Mongolie, les autres pays limitrophes, où c'est uniquement que la Chine. Tu veux dire au niveau de, à quel niveau? Tu veux dire Tout. Est-ce qu'ils sont, comment dire, tournés spécifiquement que la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, ou plus, on va dire, on va étendre un petit peu plus. Est-ce que c'est plus asiatique ou pas du tout? C'est surtout la Chine. Après, ils parlent souvent des BRICS. Mais en fait, les BRICS, c'est quoi? C'est la Chine. Les BRICS, en fait, c'est la Chine et ses 4 petites putes. C'est tout. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai entendu, il y a de ça. Excuse-moi. Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, en fait, par exemple, tu vois, des pays comme l'Afrique du Sud, excuse-moi, c'est un trou à merde. Qui veut vivre en Afrique du Sud? Moi, je connais j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, j'ai parlé avec des Sud-Africains. L'Afrique du Sud, c'est une grosse blague. Le Brésil, c'est quoi? C'est un coupe-gorge, ça pèse rien, technologiquement, il n'y a rien, c'est dépravé et une insécurité de fou. L'Inde, excuse-moi, ouais, il y a du monde, mais c'est pas un pôle innovateur. Ah, il y a la Chine, et puis maintenant, voilà, les ressources russes. En fait, les BRICS, c'est surtout la Chine. En fait, la Chine est le seul pays des BRICS qui peut vraiment concurrencer l'Occident technologiquement. Voilà. Donc, c'est surtout la Chine, en fait, dont on parle. Après, non, par exemple, Japon-Corée, non, ils n'en parlent jamais, du moins officiellement, le gouvernement n'en parle jamais, parce que déjà, ils sont pas alignés avec la Chine. Par contre, oui, effectivement, les Russes à l'intérieur du pays, ils préfèrent 100 fois une voiture japonaise à une voiture chinoise, effectivement, ou une voiture sud-coréenne, parce qu'il y a la qualité, parce qu'il y a une aura, parce qu'il y a tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, parce que les produits occidentaux sont meilleurs, et les Russes eux-mêmes le disent. Et je veux dire, tu débarques en Russie, le mec il te dit, alors pas tous, mais le mec il peut te dire 1000 fois qu'il est patriote. Entre-temps, il roule en Lexus ou en Audi BM, il a son costard italien, ses chaussures cirées comment dire, italiennes, il a son téléphone américain et son ordinateur américain, il part en vacances à l'étranger alors que chez lui, il a quand même des plages dans le sud de la Russie ou près de Vladivostok qui sont magnifiques. Moi, j'y étais, il préfère quand même aller dépenser son argent à l'étranger, il s'envole avec des Airbus et des Boeing. Tout est étranger. Il y a tellement d'exemples. Tout son électroménager est étranger. Dès qu'il y a un produit étranger, c'est forcément vu comme étant mieux qu'un produit russe ou chinois. Et tu sais quoi? Il a raison. Voilà. Donc, en fait, il y a une petite hypocrisie aussi à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire, oui, l'Europe, c'est ceci, cela, etc. Mais entre-temps, quand on est en Russie, la population, je parle, entre-temps, on est bien accueilli en tant qu'Européens, je parle. Et puis, ils préfèrent largement consommer occidental que de consommer chinois. Et je ne te parle même pas des produits russes. C'est clair. Dis-moi, comment la politique influe dans la vie au quotidien chez les Russes? Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, jusqu'avant que la guerre commence, en fait, je t'aurais répondu, en fait, les Russes s'en foutent un peu de la politique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le gouvernement, il faisait un travail que moi j'estimais plutôt bien, ça évoluait lentement, mais dans de bonnes conditions. Et en fait, les Russes ne parlaient pas de politique, etc., ils s'en foutaient un peu.
Maintenant, depuis la guerre, en fait, c'est pas qu'ils sont commencé à s'intéresser, c'est ils sont forcés de s'y intéresser. Parce que là, on commence à les mobiliser, on commence à envoyer leurs enfants, leurs fils et leurs maris au front. Là, tu peux plus ignorer ça. Là, c'est la Ouais, politique, elle est chez toi, tu vois. ouais. La mobilisation aussi, il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites. On mobilisait un petit peu n'importe qui à un moment donné. Là, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague de mobilisation? On ne sait pas, etc. Les gens, donc tu veux, aujourd'hui, en fait, la politique est venue vers eux. Donc, avant, ils s'en foutaient un peu. Aujourd'hui, elle est vers eux et voilà, ils sont, mine de rien, impliqués directement dedans. C'est plus, C'est oh, on ça. a envoyé des soldats en Ukraine. Avant, c'était, ah, mais t'inquiète pas, les soldats, ils sont en Ukraine, ils règlent ça, ça ne va pas durer. Mais non, potentiellement, ils peuvent y aller eux-mêmes, tu vois. C'est clair. Donc aujourd'hui, en fait, la politique est venue à eux, en fait. Même si à l'origine les Russes s'en foutent, elle vient vers eux aujourd'hui. Et bah, justement, en parlant de ça, qu'est-ce que les gens pensent justement de cette situation? Ils en ont marre. Alors ça, c'est vraiment la question à 1 million d'euros. C'est-à-dire que déjà, en fait, personne ne peut vraiment répondre à cette question Ouais, précisément. c'est Ça ouais, veut dire, en fait, quelqu'un qui est pro-occidental, il va te dire, ah non, tous les Russes sont révoltés, ils veulent que ça s'arrête. C'est faux. Quelqu'un qui est pro-russe, enfin, qui est poutinolâtre, comme beaucoup d'influenceurs, voilà, entre guillemets pro-russes en Russie, ils vont te dire, ah non, mais les Russes sont à fond derrière Poutine et voilà, comment dire, ils encouragent la guerre, etc. C'est pas vrai non plus. En fait, aujourd'hui, il y a tout en Russie. Il y a des gens qui pensent que cette guerre était une connerie depuis le départ, qui, de départ, sont contre la guerre. Et puis, tu as des gens, en fait, qui sont vraiment à fond derrière le fait d'aller faire la guerre en Ukraine et d'aller récupérer l'Ukraine entière s'il fallait, etc., qui sont à fond dans le culte de la personnalité. Quel est le pourcentage? En fait, personne n'en sait rien. Je pense que c'est, allez, peut-être 60-70% des Russiens qui soutiennent les actions qui sont menées en Ukraine. Et puis, tu as 30 à 40% des Russes qui voudraient que ça s'arrête demain, qui pensent que c'était une connerie dès le départ, qu'il n'aurait pas fallu aller attaquer l'Ukraine, que c'est beaucoup de morts pour rien, etc. Le truc qui peut faire croire à certains qu'en fait tous les Russes sont derrière ces actions mises en place par le gouvernement pour mener la guerre en Ukraine et continuer cette guerre, c'est qu'en fait, il y a une partie de la population qui a le droit de parler, d'autres non. Ça veut dire que si aujourd'hui tu encourages tout ça, déjà tu as le droit de t'exprimer, et en plus tu es encouragé à t'exprimer. Tu vois. Alors que si toi tu es contre la guerre ou tu as un positionnement négatif ou tu veux que ça s'arrête ou tu es plus nuancé, en fait tu n'as même pas le droit de parler parce que ça peut avoir des problèmes. Moi par exemple je lis quotidiennement ce qui se passe en Russie, les nouvelles, je les reçois, etc. Toutes les semaines je vois soit des étudiants, des blogueurs, des gens en fait qu'on pourrait pas qualifier d'opposition mais qui sont inconnus, qui sont voilà, qui représentent aucun danger en fait, qui sont mis sous silence parce que voilà, on les met en prison, ou on va les stalker, comment dire, les menacer, etc., etc. Pareil, moi j'ai parlé avec des Russes depuis que je suis en Asie avec d'autres personnes, j'ai quand même entendu des histoires à dormir debout, quoi, tu vois. Moi-même j'ai reçu, enfin, je vais pas rentrer trop dans oui, oui, oui. dans mon cas précieux, mais des trucs, je dis, mais attends, c'est pas un pays libre, ça. On est quoi? J'en ai chez les tyrans ou quoi, là? Pareil, le discours, il a aussi changé. C'est-à-dire qu'il y a un an, tu sais, quand la guerre a éclaté, beaucoup de Russes sont partis. Plusieurs centaines de milliers. Alors, combien exactement sont partis? Les pro-russes, entre guillemets, vont dire 300 000. Les pro-occidentaux vont dire 3 millions. Moi, je pense que le chiffre, il est plutôt dans les 700 millions. Voilà. Mais en fait, beaucoup sont partis et la réaction du gouvernement, c'était bon, vous voulez partir, vous êtes des personnes libres, vous avez le droit de partir, partez si vous voulez. Mais voilà, restez, il ne va rien se passer, on ne va pas vous mobiliser. Même les personnes voilà, qui peuvent partir, donc les personnes de l'IT notamment, on va vous aider, etc. Plein de trucs. Bref, ils étaient vraiment dans le truc, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, tout se passe selon les plans. Partez si vous voulez, mais sachez que vous êtes très bien chez nous, vous êtes très bien chez la mère patrie, etc. Bref, c'était vraiment un discours bienveillant. Tu vois. Et en un an, en fait, ça a radicalement changé. Aujourd'hui, je dis le mot parce qu'il correspond. Aujourd'hui, on est dans un discours tyrannique envers les personnes qui sont parties. C'est ceux qui sont partis, vous êtes des traîtres, des lâches, vous allez le payer. Si vous revenez, on va vous punir, on va vous prendre vos biens immobiliers, on va vous surtaxer vos revenus que vous faites à l'étranger. On va faire, enfin, tu vois, il y a plein de projets de loi. Menaces, ouais. Genre ceux qui partent à l'étranger, on va faire en sorte que vous puissiez plus
travailler en rapport avec la Russie. Bref, des menaces et vraiment des méthodes tyranniques, genre on va vous enlever la nationalité, on va vous prendre vos biens, etc. Ça, pour moi, c'est pas un pays libre. Pour moi, ça, c'est clairement la dictature. Voilà. Et je suis moi-même étonné que je dise ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout il y a 1 an et demi, quoi, de se part de ce pays, comme moi je pensais bienveillant de faire sa population. Et moi-même, je comptais rester là-bas. Moi, je t'ai dit, ça faisait 11 ans que j'étais là-bas, je comptais rester là-bas. J'avais des projets là-bas, à long terme, déjà, faire construire, famille, etc. Ce qui devait être fait normalement en 2023. Et du coup, moi, je me retrouve à partir de Russie parce que ça devenait n'importe quoi à un moment donné. Tu vois, je me dis, mais attends, on va où quelle est la prochaine étape, tu vois? Donc, bon, ça va. J'ai vu aussi des gens partir. Alors, tout le monde n'est pas parti, mais j'ai vu un paquet de gens partir. En fait, les gens que j'ai vus partir, si je te disais que tout le monde autour de moi partait, c'est pas vrai. La plupart de ceux que je connaissais, etc., sont restés. Mais en fait, c'est surtout le profil des gens qui sont partis. Le profil des gens qui sont partis, ça va être très entrepreneur, multilingue, quelqu'un qui ont des expériences internationales, bref, qui ont un peu plus le cerveau ouvert, qui ont vu autre chose que la Russie et que la propagande locale, et qui ont voilà, une vision plus internationale, et qui comprennent des choses qu'à l'intérieur du pays, tu ne peux pas comprendre ce qui est que rester. Et quand j'ai vu ces gens partir avant moi, et même moi, alors que moi je défendais, par exemple moi avant l'été, je disais à des copains qui avaient peur de la mobilisation, qui me disaient écoute, il va y avoir une mobilisation, je leur disais ah, non, on ne va pas faire ça. Ça n'a pas de sens, etc. Déjà, tout se passe selon les plans. Et puis, voilà, s'ils font ça, il va y avoir un impact tellement négatif sur le pays qu'ils ne peuvent pas se permettre ça. Et puis, de toute façon, on n'a pas besoin. Et aujourd'hui, je me retrouve en tort parce que j'ai contredit des personnes sur place. Et je me suis permis de leur dire que je savais mieux qu'eux, alors que c'est des locaux sur place, des mecs nés sur place, qui connaissent le pays donc mieux que moi finalement, qui me disaient des choses que moi, j'aurais pu faire passer pour la propagande occidentale et qui ont raison aujourd'hui. Tu vois et qui m'ont aussi expliqué des choses. Ils m'ont dit attention, tu es encore très naïf sur la Russie. En surface, oui, tu connais bien, tu connais beaucoup de choses, tu connais bien la langue, les régions, etc. Mais des trucs très profonds, des subtilités, voilà, pas encore. Et aujourd'hui, maintenant, je les comprends. Non, je les comprends parce que ces gens-là avaient raison. Et justement, en revenant des personnes qui sont parties, à ton avis, ces personnes qui ont quitté donc la Russie à temps, pour la plupart de ces gens, où est-ce qu'ils sont partis? Parce que nous, en Europe, à cette époque-là, ils étaient mal vus de venir en Europe. Hein. Alors déjà, qui ont quitté la Russie à temps, c'est pas forcément vrai parce qu'en fait, tu peux encore la quitter aujourd'hui. Voilà, on va pas faire croire aux gens que aujourd'hui, tu peux quitter la Russie. Le problème, c'est que tu sais pas ce qui est fait demain. Demain, ils peuvent dire, on ferme les frontières, tous les hommes, hop, en Ukraine. Ils peuvent très bien faire ça. Tu vois. Donc, aujourd'hui, si tu peux partir, tu pars parce que tu sais pas si demain, ils vont fermer les frontières. Mais tu peux encore partir. Après, comment ils sont vus? Alors, ils sont vus par les patriotes hardcore, j'ai envie de te dire, c'est même pas des patriotes, c'est ceux qui sont dans le culte de la personnalité. Ils sont vus comme des lâches, tu vois. Par ceux qui sont à l'intérieur du pays, notamment qui sont jaloux parce qu'ils peuvent pas partir. Ils sont vus par le gouvernement comme étant des traîtres, des lâches, etc. Après, à l'étranger, tout le monde s'en fout. C'est comme par exemple, tu vois, on parle de russophobie, etc. Je sais pas, j'ai pas été en Europe depuis 4 ans. Par contre, en Asie, en fait, tout le monde s'en fout. Que tu sois russe. Moi, en fait, on me prend pour un russe parce que, en fait, quand je suis quelque part et que je parle, par exemple, avec ma femme, qui m'accompagne la plupart du temps, en fait, on parle russe, donc les gens croient que je suis russe. On me demande, est-ce que tu es russe ou tu es ukrainien? Des fois, on me demande si je suis ukrainien. Bon. Donc, en fait, je passe pour un russe parce que c'est la langue que j'utilise. Voilà. En plus, je suis chauve, donc, tu sais, je peux passer pour un mafieux russe. Enfin, tu vois. Non, mais c'est ça. À aucun moment, j'ai senti que ça me posait des soucis de parler russe ou quoi que ce soit. Donc, cette russophobie, c'est aussi très extrapolé, comme quoi à l'étranger, il y aurait une russophobie de malade. C'est pas vrai. En Asie, il n'y a rien du tout. Voilà. Après, en Asie, non, les gens s'en foutent, en fait. Ici, dans mon immeuble, il y a plein de familles russes. Dans mon quartier, j'entends parler russe tous les jours quand je vais dans un supermarché, etc. En Thaïlande, c'est plein de Russes. En Mongolie, c'était plein de Russes. Et non, il n'y a pas de souci. Ces gens ne sont pas mal vus. Et en fait, comme je t'ai dit, en Asie, l'Asie s'en fout un petit peu de ce qui se passe en Ukraine. Donc, en fait, tant que tu te comportes bien ici, que tu parles russe, anglais, etc., ils s'en foutent. Donc, en fait, ils s'en foutent, ouais. Du moment que tu les fais pas chier.
du moment que tu les fais pas chier. Après, pour qui ça va être mal vu d'avoir quitté la Russie, soit voilà, pour les mecs qui sont dans le culte de la personnalité, soit peut-être éventuellement pour le gouvernement, vu le discours qu'il tient, et éventuellement voilà, pour quelques guerriers du net sur Internet qui idolâtrent la Russie et qui l'idéalisent. Et pour eux, bah, du moment que tu pars, tu es un traître, machin. Voilà. Alors que les mecs, ils connaissent absolument rien de la Russie. En général, ils ne parlent pas ou très mal russe. Ils ont pas de sang russe. Enfin, tu vois, c'est surtout ça, quoi. Dis-moi, peut-être, tu sais, toi, peut-être, mais euh, dans quelle partie, dans lesquelles régions de Russie il y a eu le plus de mobilisation pour aller en Ukraine? Alors, je sais qu'il y a la région où j'étais, donc la Bouriatie. Dans le top 3, après, je ne sais plus quel top 1, je crois que c'est la Bouriatie. Il y a la Bouriatie et le Daghestan. Donc, en fait, ce sont des républiques ethniques où ne vivent pas enfin, vivent aussi des Russes ethniques, mais aussi une grande pas forcément majorité, mais une grande partie d'ethnie non slave. Je ne voudrais pas développer là-dessus, mais c'est voilà. Il me semble aussi, mais je me trompe peut-être, je crois que c'est la région de Krasnodar aussi également où il y a eu beaucoup de mobilisation. Moi, je me trompe peut-être, mais il y a une troisième région. En tout cas, le Daghestan et la Bouriatie, c'est vraiment les régions où ça a le plus tapé, quoi. Où il y a eu plus de personnes qui ont été enrôlées dans l'armée pour aller en Ukraine, quoi. C'est chaud quand même, hein. Une des régions dans laquelle j'étais, moi, où on a la mobilisation, quoi, tu vois. Donc là, quand j'ai débarqué en Mongolie, j'ai vu les jeunes hommes apeurés. Quand j'étais dans le car pour aller en Mongolie, à côté de moi, il y avait un petit jeune de 20 ans, il marchait comme ça, il était pressé de passer la frontière. Peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, moi, ça m'a bien refroidi. Vraiment bien refroidi. Tu vois. Comment tu vois la... En Mongolie, enfin, je vais pas entendre des messages que j'ai reçus, mais tu vois, c'est des méthodes de racaille, quoi, tu vois, de voyous, tu vois. Vraiment, Ouais, je sais, ouais. Comment tu vois la situation est-ce que tu penses que la situation va s'arranger ou au contraire, ça va empirer? Ça, c'est la deuxième question à 1 million d'euros. C'est-à-dire en fait, personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien, à moins d'avoir une boule de cristal. Après, parce que déjà, personne n'en sait rien, parce qu'on n'est pas dans la tête de ceux qui mènent leur guerre, aussi bien du côté russe que du côté occidental. Et puis parce qu'en fait, moi, si tu me balances des scénarios, un petit peu tous les scénarios se tiennent la route, en fait. Il y a différents scénarios possibles et il n'y a pas un scénario où tu peux te dire ah non, ça va vraiment pas arriver. Tous les On n'en scénarios sait rien, quoi. on n'en sait rien du tout. Ouais. Si tu me dis oui, ça va s'empirer, je peux te dire oui, possible. Si tu me dis ah demain tout s'écroule et ça devient un autre pays et la Russie est partagée en plusieurs petits pays, c'est pas impossible. Si tu me dis voilà demain il y a une confrontation américaine-Russie et les États-Unis prennent le contrôle de la Russie, je te dis c'est pas impossible. Si tu me dis demain que c'est l'Europe qui s'écroule et que au contraire la Russie va en se ressortir grandie et devenir la nouvelle grande puissance, c'est pas impossible non plus. Tous les scénarios sont possibles aujourd'hui. En fait, c'est trop tôt aujourd'hui pour s'exprimer et puis personne n'en sait rien. Je veux dire. Ouais, c'est clair. Pour moi, en fait, déjà des analyses en fait D'ailleurs, c'est pour ça que je parle jamais en fait de ce qui se passe en Ukraine, de la guerre, etc. Oui, il faut pas justement. Pour moi, c'est de la branlette. Pour moi, c'est de la masturbation. C'est-à-dire que c'est forcément biaisé. On n'est pas sur place et la seule personne qui peut vraiment te donner un avis, ça va être celui qui est en première ligne là-bas, qui vit actuellement ce qui est en train de se passer. Eux, il peut te dire si on avance ou si on recule, tu vois, c'est tout. Les autres, finalement, ils font que de la propagande. Donc, c'est une période incertaine, instable, et on peut que attendre aujourd'hui. C'est clair. Et moi, en fait, je suis vachement touché par ce qui se passe, hein. Attention, moi, ça me touche vachement, ça me travaille, parce que à l'échelle personnelle, ça me dégoûte ce qui se passe, mais j'ai déjà mes plans sont foutus en l'air que j'avais. Ça me dégoûte déjà parce que c'est aussi mon sang qui coule là-bas en Ukraine, hein. Et puis voilà, moi j'estime que c'est une guerre qui aurait pu être évitée et qui est assez inutile finalement. Tu vois, c'est beaucoup de gens qui meurent des deux côtés. Pourquoi au final? Comme toutes les guerres, par exemple la guerre d'Yougoslavie aujourd'hui, tous les morts qu'il y a eu. Pourquoi au final? Tu vois, c'est
Est-ce que cette guerre elle était vraiment voulue par les Yougoslaves? Je sais pas, tu le connais mieux que moi, mais je ne pense pas. C'est con. Tu vois, c'est con. Voilà. Il y a toujours un intérêt derrière. Bien sûr. Bien Toujours. sûr. Au détriment du peuple. Exactement. En fait, c'est un business, les guerres. Simplement. C'est ça. C'est un business. Tu comptes Un retourner business. Tu as des nouvelles de Russie? Alors, j'ai des nouvelles, oui. Après, est-ce que je compte y retourner? Là, non. D'accord. Là, non. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais là, non. Oui, oui. C'est clair Ok. que. Je peux te demander, tu fais quoi comme business? Si c'est pas trop indiscret. Ah non, c'est pas du tout indiscret. Alors, il suffit d'aller voir sur kublai.fr, comme affiché à l'écran, en fait. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que je fais comme business? En fait, j'aide les francophones, notamment français, belges, des fois suisses, en fait, à s'expatrier, à déménager à l'étranger, à trouver en fait un pays, une ville, un endroit où ils vivront mieux. Voilà, ils vivront mieux. Et pour ça, il y a tout un travail en amont. Comme j'ai l'expérience internationale, je peux faire éviter les erreurs, trouver aussi des alternatives pour chaque profil. Trouver, donc on parle de solutions financières, comment financer sa vie à l'étranger, soit par l'entrepreneuriat, soit par le salariat, le freelance, etc. Ou par éventuellement de l'investissement, si certains ont déjà des bagages. Et puis aussi sur l'aspect pratique, tu vois, démarrer une nouvelle vie à l'étranger, pour certains qui n'ont jamais fait, c'est une perte de repères, c'est un truc nouveau, ça représente aussi un stress, un risque, etc. Et tout ça, ça se gère. Et comme j'ai pas mal d'expérience là-dedans, en fait, j'aide les autres à franchir le pas et à trouver déjà un endroit qui leur correspond mieux. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce sera le droit final, mais déjà, en fait, si aujourd'hui ils sont mal en France ou mal en Belgique, les sortir vraiment des choses qui sont devenues invivables, comme par exemple l'insécurité, les rapports hommes-femmes qui sont déboussolés, perte de repères familiaux, des choses qui ne peuvent plus vivre aujourd'hui, qui sont intenables, une morosité, etc. Et déjà les envoyer dans un pays, les faire vivre dans un pays où ils vivront mieux, tout simplement. D'accord. Ben justement, on va terminer avec par rapport à ça, parce que je trouve que c'est super intéressant. Les destinations qu'ils choisissent que tu as pu remarquer, c'est lesquelles? Alors, les destinations qu'ils choisissent, en fait, c'est surtout en fait en fonction des gens. En fait, il n'y a pas vraiment de. Alors avant, il y avait la Russie. J'ai pendant longtemps mis en avant la Russie parce que c'était en fait un pays où il y en a un petit peu pour tous les goûts. Mais là, en fait, aujourd'hui, sachant ce qui se passe à l'intérieur du pays, ce serait malsain de ma part de dire allez-y. Tu vois, j'ai pas envie j'ai pas envie de vendre une pomme empoisonnée à quelqu'un, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, ça dépend des profils des gens. Tu as des gens déjà, t'as des gens qui ont déjà des attentes climatiques différentes, des attentes aussi ethniques différentes. Tu en as qui veulent absolument vivre avec des autres Européens. Tu en as d'autres qui s'en foutent moins et qui s'en foutent tant que la qualité de vie est bonne, par exemple comme l'Asie. Tu en as qui veulent plutôt un climat tempéré ou froid et d'autres qui veulent plutôt un climat chaud. En général, c'est quand même le climat chaud qui est recherché. Tu as l'aspect aussi des impôts, tu as l'aspect aussi est-ce qu'on peut devenir propriétaire ou pas. Tu en as certains qui tiennent absolument à vouloir être propriétaire d'une terre. Donc de cela, il y a des pays qui ne correspondront pas à eux, alors que d'autres aussi. Tu as aussi des histoires des fois de proximité avec la France. Il y en a qui veulent garder une certaine proximité avec la France, d'autres en fait qui s'en foutent de faire un voyage de 12 heures pour aller voir leur famille. Ça aussi, ça dépend en fait des ressentis des gens. Tu as des gens en fait qui veulent s'éloigner le plus loin possible de l'hémisphère nord parce qu'eux pensent que le risque de guerre nucléaire en hémisphère nord est réel. D'autres pensent que ça ne va pas arriver. Donc en fait, ça dépend en fait des critères de chacun. Il n'y a pas vraiment de pays fourre-tout. C'est surtout un pays qui correspond mieux à certaines personnes que d'autres, simplement. D'accord. Et justement, donc moi, je mettrai tout ça en descriptif en dessous de la vidéo. Oui. Je voulais te demander, puis on va terminer après avec cette question. Quand il y a quelqu'un qui fait appel à toi, tu les aides, entre guillemets, tu les aides du début jusqu'à la fin? Oui, alors, quand il fait appel à moi, déjà, c'est avec le club des hommes libres que j'ai lancé il y a pas très longtemps. C'est
ça consiste en fait à avoir de la communication directe avec moi. Ce n'est pas une formation en vidéo où on suit une formation puis ensuite on applique. C'est vraiment quelque chose de personnalisé où on communique avec moi, comme je suis en train de faire avec toi, mais fermé, privé, les infos ne sortent pas, etc. Et en fait, c'est un accompagnement sous plusieurs appels, en fait, sous forme de plusieurs appels, en fonction de l'évolution de la personne, et je réponds en fait aux des questions en fait qui peuvent être très très spécifiques en fait, parce que chaque profil est différent et que dans une formation tu peux pas donner toutes les subtilités, alors que quand tu es en contact avec moi, forcément on peut personnaliser au mieux. Et puis des fois il y a des questions en fait des choses qui sont pour moi banales, qui sont pour moi vraiment maintenant innées, qui sont pour moi acquises, auxquelles je ne pense même plus. Et j'en oublie que c'est pas forcément évident. J'en oublie que c'est pas forcément quelque chose de si évident pour tout le monde. Comme moi, j'ai une vie internationale depuis très longtemps. Et ce qui fait que si je mettais ça dans une formation, bah, j'en oublierais beaucoup. Alors que si quelqu'un me pose directement les questions, bah là, il n'y a pas de questions qui sont restées sans réponse. On pose la question et des choses simples que moi, je peux avoir oubliées, hop, on me pose la question et directement, je donne la réponse. Et en fait, déjà, ça va vite. Et surtout, il n'y a pas de personnes qui restent sans réponse. C'est un petit peu aussi, parce que c'est aussi un petit peu les limites des formations. Alors, il y a une façon d'y remédier. Tu peux toujours, voilà, comment dire, garder la possibilité de nous contacter, etc. Mais c'est qu'une formation, en général, c'est général. Alors que quand tu as un accompagnement personnalisé, bah, c'est vraiment au cas par cas. Yes. Ok. En tout cas, Kublai, je te remercie d'avoir accepté de participer à cette interview. Je te remercie. Et puis, je t'enverrai la vidéo. Je te l'envoie aussi. Puis après, tu pourras la partager aussi. Ouais, bah écoute, on m'envoie le lien vers la vidéo. Yes. Mets les liens sous la vidéo si tu as envie. Yes. De toute façon, tu restes à l'écran kublai.fr. Yes. Et puis, tu restes encore avec moi quelques minutes. Je vais mettre fin à la vidéo, mais on reste connecté. Oui, pas de souci. Ouais. Merci déjà pour l'interview, de toute façon. Merci.